De manière constante, le recours à l'utilisation des armes à feu est exclusivement indexé à la légitime défense ou à l'obligation d'empêcher la commission d'actes attentatoires à la vie d'autrui. Les 1er et 2 mai, qui a donné l'ordre de tuer et qui sont ceux qui ont tué? On ne peut pas faire le silence là-dessus. Nous sommes dans une république. Et les Béninois ne sont pas les gibiers ou les troupeaux de Patrice Talon pour qu'il tue là-dessus, chaque fois qu'il est énervé ou fâché, chaque fois qu'il est en contradiction, chaque fois qu'il refuse d'assumer ce qu'est la politique. La politique, ce n'est rien d'autre que le siège de dialogue, de négociation. C'est tout. Et à l'intérieur d'une nation, il n'y a pas d'inimitié, il y a des adversités. Les citoyens béninois ne peuvent pas s'appeler des ennemis lorsqu'ils parlent de la politique. Si nous sortons de la politique, nous pouvons parler de l'inimitié. Mais dans aucun traité de politique, de politologie, vous allez voir que des citoyens d'une même nation sont des ennemis, au point que lorsque l'un n'est pas d'accord, ils prennent les armes pour tirer sur les autres et dire qu'il fait régner la paix par les armes. Donc, c'est très très important de savoir ce qui s'est passé les 1er et 2, et qui a donné l'ordre, et qui sont ceux qui ont tué. Pour remonter aux faits qui interpellent Patrice Talon, il faut retenir que le 1er mai 2019, le rassemblement commémoratif des travailleurs à la Bourse du Travail, siège des confédérations syndicales, a été violemment maté par les militaires et les forces policières à coups de tirs de gaz lacrymogène et de matraques. Tout a commencé le 1er mai. Et vous vous souvenez que déjà 2 jours avant, il y avait ce camouflet. Mais le 1er mai, les travailleurs s'étaient rassemblés au siège de leur confédération, à la Bourse du Travail. Et le 1er mai n'est pas un jour qu'ils ont inventé, les travailleurs. C'est le jour où les travailleurs commémorent la fête du travail. C'est basique. Le pouvoir peut être totalement détraqué, mais ce pouvoir doit faire une parenthèse le 1er mai pour savoir que c'est un jour de commémoration. Mais non, il y a eu cette cérémonie qui est violemment matée à coups de gaz lacrymogène, de matraque et même de flashball. Mais dans la foulée, un groupe de militaires et de policiers fait le siège du quartier Kadiaoun pour tenter de substituer les raisons de la résistance nationale, dont le président Boni Yayi est l'une des principales figures, à la résurgence des anciennes rivalités entre lui et Patrice Talon. C'est là qu'il faut voir le cynisme. Je l'avais expliqué, mais nous devons l'expliquer plusieurs fois pour que vous compreniez. Pourquoi, après avoir fait leur acte à la Bourse du Travail, pourquoi ils sont venus faire le siège du domicile de l'autre? Pourquoi? Pourquoi? Mais si vous comprenez très très bien, ce scénario procède du maniement de la psychologie des foules et a dégénéré en actes de violence qui se sont estompés dans la soirée vers autour de 20 h. Vous savez, il y a en politique et partout dans les conflits l'invention de l'ennemi, l'invention de l'adversaire. La politique se nourrit parfois aussi de l'invention de l'adversaire. Et lorsque on est cynique, comme le pouvoir dit de la rupture, on joue sur la psychologie des foules, on crée l'incident, on piège la colère populaire parce qu'on a envie de glisser, de divertir la cause réelle de la résistance, la cause réelle qui vous fait des difficultés, la cause réelle pour laquelle le pouvoir a complètement tort, le pouvoir voit ça, mais manie la psychologie de la foule et piège la colère populaire. Alors, cette violence s'est estompée vers la soirée autour de 20 h, 20h30, 21 h. Avant qu'un commando répressif, notamment introduit à la suite d'une coupure de l'électricité dans la rue de l'ancien président Boni Yayi, ne tire à bout portant sur les populations. Bilan, plusieurs personnes ont été victimes. C'est le scénario. Il faut bien reconstituer ce scénario. Nous allons demander à toute la communauté internationale, à tous les hommes qui défendent les droits de l'homme,
Amnesty International et à toutes les organisations de défense et de protection des droits de l'homme de demander une reconstitution et de demander dans la rue du président Boni Yayi qui a tué la nuit du 1er et à quelle heure, puisque les populations sont là, puisque les témoins existent. À quelle heure? Est-ce que dans la rue, il y avait une banque? Est-ce que dans la rue, il y a une infrastructure qui a été vandalisée dans cette rue jusqu'à aujourd'hui? C'est ça que vous allez voir où se situe le mensonge. Nous n'allons pas tolérer cela. Nous avons le devoir de reconstituer les faits. Et c'est vous les journalistes. Les faits sont sacrés. Les commentaires sont libres. Selon plusieurs témoignages, des corps ensanglantés auraient été convoyés vers des centres de santé, le service des urgences ou de la morgue de CNHU, ou vers d'autres morgues ou ailleurs. Parce qu'il y a des témoignages sur ce qui s'est passé cette nuit dans certains centres de santé et surtout dans le service des urgences du CNHU et surtout également au niveau de la morgue. Il y a des rumeurs, il y a des témoignages, il y a des déclarations. Des scènes analogues avec l'usage des armes à feu ont été également signalées ailleurs, notamment à Kandi, où des photos existent. Le 2 mai 2019, en pleine matinée, le monde entier a vécu en direct de vraies scènes de guerre à Cotonou, notamment. Nous pouvons résumer ces scènes de guerre en ceci. Rafales d'armes automatiques, en synchronisation avec l'activation de jets d'eau, de gaz lacrymogène, de massacres et d'arrestations des personnes fauchées. Vous voyez, quand moi, mes proches m'ont informé et m'ont dit qu'on tire sur des gens à Kadiaoum. Nous étions le matin du 2. Je me suis dit non, ce n'est pas possible. Les gens m'ont dit non, ce que nous avons entendu là, c'est des armes de guerre. J'ai dit non, on ne peut pas faire ça dans notre pays. À la limite, on peut faire des balles à blanc, des flashballs, des balles juste pour faire peur. Juste. On dit non. Je niais. Lorsque j'ai commencé par voir sur les télévisions, sur les vidéos et sur les réseaux sociaux, de vraies scènes de tuerie. C'était abominable. On se croirait dans les films d'horreur. Je me disais que quand j'étais petit, je regardais les films les films de Chuck Norris. Je voyais ces scènes. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Et ce qui est encore grave, un peu après, le ministre en charge de l'Intérieur a reconnu sur une chaîne de radio l'usage d'armes létales comme seule issue face aux populations civiles non armées. Vous avez tous entendu ça? Le ministre de l'Intérieur qui vient et qui dit, il confirme l'usage, et pour la première fois j'entends de la bouche d'un responsable politique usage d'armes létales. Nous, on a souvent l'habitude de parler d'armes à feu. On parle d'armes létales. Donc, létal veut dire meurtrier. Mesdames et messieurs les journalistes, mesdames et messieurs, tout démocrate a le devoir d'exiger que les autorités en charge de l'ordre et de la sécurité publique rendent compte de ce drame au peuple et à la communauté internationale. On doit rendre compte, il n'y a rien à faire. Ce n'est pas bon et je ne pense pas qu'il soit bon ce que le président Talon a déclaré en disant « Nous n'allons pas chercher à situer les responsabilités ». C'est faux. On doit situer les responsabilités. On doit situer les responsabilités. Il est dans le décor. Il n'a pas encore parlé. Il parlera mieux que ça. Il parlera. Parce que personne ne l'a encore interrogé. C'est pourquoi il tente un voilage. Mais quand les gens vont l'interroger, il parlera. Et il sera interrogé. Le président de la République, en ce qui le concerne, devra impérativement éclairer le peuple béninois sur la base des dispositions générales en lien avec les principes éthiques liés au recours à la force et à l'utilisation des armes à feu.
confère premier principe des Nations Unies. Les autorités en charge du maintien de l'ordre ont-elles observé les principes 2, 3, 4, 5 qui préconisent les moyens non violents afin d'éviter les pertes en vie humaine et qui interdisent l'usage fantaisiste, sans évaluation attentive et préalable, sans contrôle d'armes à feu, de moyens de répression meurtrière. Les autorités ont-elles respecté le principe 6 en présentant à leurs supérieurs un rapport tel que l'indiquent les principes 22 et 11 F sur l'événement des 1er et 2 mai 2019. Puisqu'il est dit que lorsque des événements du genre interviennent, on doit établir un rapport sans délai. Sans délai, donc immédiatement tous travaux cessants. Est-ce qu'ils l'ont fait sur ces événements? Qui sont ceux qui ont tiré sur les populations non armées? Quelles sont les preuves qu'ils ont été régulièrement soumis aux tests d'aptitude à faire usage de la force, telles que l'indiquent les dispositions sur les aptitudes, la formation et les conseils sur le recours à la force et à l'usage d'armes à feu? Où sont les preuves des derniers tests auxquels ils ont été soumis? De quel accompagnement psychologique ont-ils bénéficié? Confère les principes 18, 19, 20 et 21. Il faut qu'on vous explique. Une république, ce n'est pas du désordre. Pour remettre les armes dans les mains de quelqu'un et pour demander à cette personne d'aller maintenir l'ordre, on ne donne pas ça à n'importe qui. Ce n'est pas possible. Les personnes à qui on doit remettre des armes pour aller maintenir l'ordre, pour aller faire face à la délinquance, ces personnes sont d'abord formées. Ils ne sont pas formés au maniement des armes, mais ils sont formés à la psychologie des foules et des personnes. D'abord. Deuxièmement, ils ne sont pas seulement formés, mais ils sont sur une liste qui forme le corps des personnes dédiées à accomplir de telles missions. Mais troisièmement, ça ne suffit pas. Ils doivent suivre des formations régulières et des tests d'aptitude à accomplir des actes de ce genre. Ceux qu'on a envoyés, est-ce que ces personnes répondent à ces critères? Si ces personnes ne répondaient pas à ces critères, celui qui les a envoyés est fautif. Et eux-mêmes sont fautifs. Parce qu'ils doivent savoir qu'ils ne peuvent pas aller accomplir cette mission. Les armes sont extrêmement dangereuses pour que la République les mette dans les mains de fous, d'irresponsables, de détraqués, de mafieux. On ne peut pas. On ne peut pas. Et puis, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Même si nous laissons tout ça, la procédure d'ouverture de feu, la procédure de réquisition et d'ouverture de feu répond à un cérémonial. Lorsque vous voyez sur les vidéos, ce que moi j'ai vu sur les vidéos du 2, c'est des gens qui sont débarqués de leur camion et qui en même temps ont commencé par tirer. Je suis sûr que vous avez vu tout ça. Mais ça ne peut pas se faire comme ça. Ça ne peut pas se faire comme ça. Parce que le cérémonial, que ce soit des principes des Nations Unies ou que ce soit sur le décret organisant le maintien d'ordre au Bénin, le cérémonial est clair. Il faut que l'autorité civile ou l'autorité qui fait office de donneur d'ordre, l'autorité qui fait la réquisition, il faut que l'autorité soit présente sur les lieux. Mais pas en n'importe quelle tenue, en tenue comme moi. Il doit être en tenue officielle. C'est-à-dire, s'il est préfet, il doit porter casquette, galon et tout. En dehors de ça, il doit porter l'écharpe de la République. Cette personne doit être visible, distinguée par les manifestants. Et cette personne se présente. Non seulement elle se présente, mais elle annonce la réquisition des forces pour l'ouverture de feu. De manière à ce que cela soit audible. Audible, non seulement audible, mais que ce soit compris par les manifestants. C'est pourquoi on exige que ce soit dans la langue la plus parlée, la langue largement usuelle dans la zone ou au niveau des manifestants. Et cela ne suffit pas. Les principes édictent
que même lorsqu'il finit de faire ça, il doit laisser un temps pour s'assurer que les manifestants ont compris son message et doit leur donner le temps de se disperser. Avez-vous le sentiment que ce cérémonial a été respecté? Dans ma langue, on dit même le poulet que vous avez acheté, même si vous voulez le tuer, vous lui donnez de l'eau. Le cabri que vous avez acheté, avant que vous tuiez, vous immolez le cabri, vous lui donnez de l'herbe. Encore la vie qui est sacrée. Vous descendez seulement. Et puis vous commencez par faire des coups d'arme automatiques. Et après vous venez pour dire non, laissez ça par perte de profit, ne situons pas les responsabilités, allons-y. C'est faux. C'est mal dit. Quelle autorité civile ou son représentant, identifiable par sa tenue d'uniforme, par le port de l'écharpe officielle ou par tout autre insigne de fonction apparent et dans les conditions prévues, était présent sur les lieux pour procéder aux sommations? Quelle est l'autorité qui a fait ça? Il faut que cette autorité réponde. On doit les appeler, ils doivent répondre. Nous devons nous dresser contre la culture de l'impunité, notamment de l'irresponsabilité en matière de recours criminel à la force et à l'utilisation des armes à feu. Les événements du 1er et du 2 mai sont d'une gravité telle qu'ils ne peuvent pas être mis sous boisseau. Il faut absolument que les responsabilités soient situées. Pourquoi? Il y a des niveaux de responsabilité. Il y a des niveaux de responsabilité que nous allons décortiquer avec vous. À l'origine, les responsables sont ceux qui sont les planificateurs de la doctrine de compétition sans concurrence. En matière électorale, dans un régime pourtant de démocratie, de l'état de droit, du pluralisme, fondé sur un système républicain où le consensus est élevé au rang de principe à valeur constitutionnelle. La première source, le premier niveau de responsabilité, c'est les chantres, c'est les disciples, c'est les inventeurs de la doctrine de compétition sans concurrence. Lorsque le président Patrice Talon dit « La meilleure façon de gagner, c'est de compétir sans concurrent ». Autrement dit, si vous soumettez les maires, si vous soumettez les chefs d'arrondissement, si vous soumettez les grands de la République, les grands électeurs, si vous agissez de manière à ce que dans la République, personne ne puisse vous tenir tête, vous avez beau être mauvais. Si vous n'avez pas de compétiteur, vous serez réélu, même si vous êtes mauvais. C'est une doctrine. C'est une doctrine qu'il faut combattre comme on a combattu le fascisme, qu'il faut combattre comme on a combattu le nazisme. C'est une doctrine grave qui fait que personne n'est à l'abri de la performance. Autrement dit, si vous êtes performant, on va vous décapiter. Il n'y aura qu'un seul performant, c'est lui, Patrice Talon, ou les gens de son clan, ou ceux qui se soumettent à lui, les autres ne peuvent pas être performants. C'est une doctrine négativiste. C'est une doctrine dangereuse. C'est une doctrine de nivellement par le bas. C'est une doctrine qui détruit la compétence même. On ne peut pas accepter ça. Si vous n'avez pas de compétiteur, vous avez beau être mauvais, vous êtes réélu. Les responsables à l'origine sont les planificateurs de cette doctrine. Et on a remarqué aisément que tous ceux qui ont orchestré le complot du certificat de conformité sont des adeptes de cette doctrine. Le certificat de conformité inventé par la Cour constitutionnelle et que lequel certificat, le 14 février, le ministre de l'Intérieur a déclaré que c'est pour aider que la Cour constitutionnelle a inventé ça. Ces personnes sont dans le schéma, dans l'application du complot, de la doctrine de destruction, d'élimination des valeurs. Parce que le certificat de conformité est la source pratique de tout ce que nous observons aujourd'hui. Vous devez comprendre. Donc, on en déduit aisément que les responsables sont ceux qui ont orchestré le complot du certificat de conformité. Les responsables, ce sont ceux qui ont exclu tous les partis politiques de l'opposition et qui ont disqualifié tous les partis politiques et toutes les forces politiques
hostile au retour de la pensée unique. Mais les responsables sont tous ceux qui ont poussé à l'organisation d'une parodie électorale sur la base de lois pourtant reconnues comme inapplicables, incongrues, inopérantes. Comment dans une république, vous vous asseyez pour dire que les lois sont incongrues, inopérantes, farfelues, porteurs de conflits, et vous dites, malgré ça, continuons. Dans quelle république on marche sur le mal? On vous dit que c'est le mal, le chemin est tortueux. On vous dit, voilà le danger au bout, vous dites que vous irez. Toutes ces personnes sont responsables. Au premier rang de cette catégorie de responsabilité, il y a l'instigateur de l'impasse électorale et de la crise politique qui ébranle notre pays, qui n'est personne d'autre que celui qui a déclaré le 11 avril qu'il assume la confiscation du pouvoir législatif par l'imposition d'une parodie électorale qui exclut toute l'opposition. Celui-là se connaît et tout le monde le connaît, c'est le président Patrice Talon. Vous vous souvenez que le 11 avril, devant tout le monde, il a déclaré « J'assume, je vais porter le chapeau ». Même devant la communauté internationale, devant tout le monde, il ne peut pas se dédire. C'est lui-même qui a dit « J'assume, je vais porter ce chapeau ». Il porte un chapeau qui se révèle être un chapeau ensanglanté, taché de sang humain, du sang des citoyens. C'est grave. Donc, il est au premier rang des responsables de cette première catégorie. On retrouve le président Patrice Talon. Il doit répondre. Au second rang, il y a des ministres du gouvernement. Les propos, les déclarations existent et chacun devra être confronté à ses dits et agir. Chacun a en mémoire les menaces proférées par des membres du gouvernement. Je me souviens, je vois encore sur les images, un ministre de l'Intérieur, en même temps candidat aux élections législatives, à ses côtés le président Bruno Amoussou, et qui menaçait de brûler et de multifracturer les citoyens. Ce n'est pas possible dans une république. Ce ne sont pas les propos d'un membre du gouvernement. Le gouvernement doit être protecteur. Le chef de l'État doit être protecteur. Le gouvernement ne peut pas menacer de brûler les citoyens et de polyfracturer les citoyens. Nous avons entendu tout ça. Le gouvernement a même déclaré qu'il n'a eu d'autre recours que de recourir à l'utilisation d'armes létales à travers les propos de son ministre. Ces propos, ceux qui l'ont préféré, sont aussi des responsables de deuxième catégorie, juste après la première catégorie. La troisième catégorie se trouve dans les rangs, on trouve les turiféraires. Les turiféraires du pouvoir dit de la rupture. Ce sont ceux-là qui sont les receleurs d'actes attentatoires et nuisibles à l'ordre constitutionnel visant à la confiscation du pouvoir législatif par une fraction du peuple devenue hostile à la démocratie, à l'état de droit et au pluralisme. La troisième catégorie de ce premier niveau, c'est les receleurs d'un coup d'État. Lorsqu'il y a un coup d'État et que vous savez que c'est un coup d'État, vous devez savoir que c'est un mal. Vous ne pouvez pas être profiteur de ce mal. Vous ne pouvez pas être receleur des biens, des méfaits, j'allais dire, de ce mal. Ceux qui sont candidats, ils sont des receleurs. Parce que comment se voient-ils, ces candidats, ou ces gens nommés, lorsqu'ils savent, et que l'histoire retiendra, que c'est au prix du sang de leurs concitoyens qu'ils s'asseyent pour dire qu'ils sont parlementaires. Si le voleur est punissable, dit-on, le receleur aussi est punissable. Donc, on ne peut pas condamner les auteurs du coup d'État actuellement en cours et ne pas condamner les receleurs de ce même coup d'État. D'autant plus qu'ils devaient condamner et dénoncer cette forfaiture. Voilà pour le premier niveau. Mais il y a le deuxième niveau où nous avons encore trois catégories. Dans le deuxième niveau, c'est la responsabilité directe. L'autre, on peut dire les origines du mal. C'est la doctrine de compétition sans concurrent. De tous ceux qui l'ont mis en œuvre, de tous ceux qui ont fait la promotion de cela, de ceux qui ont prêté main forte à cela, de ceux qui bénéficient de cela. Mais il y a le niveau direct, de la responsabilité directe. Ce niveau, nous avons trois types de gens. Nous avons celui qui a donné l'ordre de tirer. Qui a donné l'ordre de tirer?
Une armée est très structurée. Une armée n'est pas un club de délinquants. On ne fait pas du désordre au sein d'une armée. Tout déplacement d'une arme, même les balles, les cartouches, même les fusils sont numérotés, identifiés. La balle que vous avez, la cartouche que vous avez, il y a un numéro. Celui qui vous l'a donné, ce que vous devez aller faire avec ça, tout est noté dans un registre. Et au retour, vous rendez compte et de l'arme et des munitions. Vous devez pouvoir dire à votre chef ce que vous avez fait avec chaque munition et dans quelles conditions. Donc, on doit savoir qui sont ceux qui ont donné l'ordre de tuer. Ceux-là ont reçu l'ordre de qui? Qui sont ceux qui ont planifié? Parce que lorsqu'on donne l'ordre dans l'armée, il faut lever, il faut prendre les gens pour aller. C'est l'organisation. Il faut aller sur le terrain et exécuter, c'est l'exécution. Qui sont ceux qui ont planifié, organisé les tueries? Ceux qui ont tiré effectivement. Et à qui ils ont rendu compte? On ne peut pas dire que depuis ce jour, ils n'ont rendu compte à personne. Ils ont rendu compte à qui? Ces personnes sont connues. Je voudrais vous dire qu'au terme des articles 19 et 36 de la Constitution de la République, aucun Béninois n'est tenu d'exécuter tous les ordres qu'on lui donne. Lorsque les ordres sont les ordres prohibés, refusés, interdits par les articles 19 et 36, aucun Béninois n'est tenu de l'exécuter. Et en matière de recours à la force et à l'utilisation des armes à feu, le principe 26 énonce, et ça je vais vous citer ça, principe 26, l'obéissance aux ordres ne pourra être invoquée comme moyen de défense si les responsables de l'application des lois savent qu'un ordre de recourir à la force ou aux armes à feu ayant entraîné la mort ou des blessures graves était manifestement illicite et s'ils avaient une possibilité raisonnable de refuser de l'exécuter. De toute façon, la responsabilité du supérieur qui a donné l'ordre illicite est également engagée. C'est clair. C'est clair. Dans le cas que nous déplorons, tous les responsables sont identifiables, heureusement pour le peuple du Bénin. Tous, nous devons exiger justice et sanctions, simplement parce que la vie est sacrée et la personne humaine est inviolable. Mesdames et messieurs les journalistes, mesdames et messieurs les responsables, je vous remercie de votre attention. Je voudrais que vos questions nous aident à sortir les uns les autres de l'omerta de la militarisation de la démocratie et du leadership de terreur qui s'implante, qui s'installe progressivement chez nous au Bénin. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.